étant souvent très prudent dans le contexte togolais, quand j'étais à Lomé et tout, je ne me laissais pas dans les mains de n'importe quel médecin parce que j'avais des appréhensions vu mon statut, tout ce qui entourait les menaces que je recevais. Donc, je n'étais pas paranoïaque, mais j'avais des appréhensions. Donc, et parfois, j'allais au Ghana pour faire des analyses et tout ça. Et souvent, et de temps à autre, quand j'ai la chance de venir ici, je faisais mon bilan, des amis m'aidaient à faire le bilan des amis qui sont dans le monde de la médecine ici. Donc, on m'a dit que c'est de la cataracte et qu'il faudra l'opérer. Mais j'étais un peu perplexe. Alors, quand j'arrive ici, les mots ont continué et je me suis fait consulter, ici aussi à plusieurs endroits, et on m'a dit que ce n'était pas de la cataracte. Que ce n'était pas de la cataracte. Et j'étais très surpris et j'ai posé des questions aux médecins, mais au pays, on m'a dit de la cataracte. Ils m'ont dit, mais je venais d'où? Ils m'ont dit, je viens d'Afrique. J'ai dit oui. Ils ont dit, mais c'est une maladie que beaucoup d'Africains ont sur les yeux, que certains confondent à la cataracte, mais ce n'est pas de la cataracte. Et j'ai dit, mais c'est quoi alors? Ils m'ont dit, c'est le prytégion, c'est je crois, le troisième mot que j'ai écrit là, avant quand je ne commence ce direct. Et ils m'ont expliqué ce que c'est. Et que c'est une maladie qui est due à une trop grande exposition des yeux au soleil. Et généralement, c'est des gens qui viennent d'Afrique ou du Moyen-Orient où il y a une très forte intensité du soleil qui sont souvent victimes de cette maladie-là. Et c'est d'ailleurs pourquoi pendant l'été, ou quand des gens vont en Afrique, ils leur disent de porter les lunettes de soleil. Et donc, ça m'a beaucoup intrigué et j'ai appelé des amis médecins à Lomé. J'ai dit, mais voilà le diagnostic qu'on vient de me faire, alors qu'au pays, on m'avait fait autre chose. Et qu'est-ce qui se passe réellement dans notre pays? J'ai parlé avec 4 médecins. Des gens me disent, mais Ferdinand, c'est la triste réalité de notre pays. Tu t'aurais fait opérer au Togo, qu'on t'aurait fait une opération à la place d'une autre et que tu aurais perdu les yeux. Et que c'est comme ça que dans notre pays, beaucoup de gens perdent les yeux, ceux qui se font opérer, beaucoup deviennent aveugles parce que le diagnostic est mal fait. Ou dans cette opération de campagne, ils font souvent des campagnes d'opération de cataracte, des gens se retrouvent aveugles 4 ou 5 mois plus tard. Alors, j'ai dit, mais pourquoi personne n'en parle? Pourquoi personne ne dénonce ça? Ils m'ont dit, mais il y a des plaintes qui arrivent, il y a des gens qui se plaignent, mais il n'y a pas de suite. Et j'ai cherché à comprendre, mais c'est quoi la cause? Et ils m'ont dit, c'est pas forcément l'incompétence des médecins, non, mais c'est le fait que d'abord dans les hôpitaux publics, il n'y a pas de matériel. Il n'y a pas de matériel et de matériel neuf d'une certaine génération pour pouvoir affiner les diagnostics quand quelqu'un est malade. Par exemple, quand vous allez chez un ophtalmologue, il faut que l'ophtalmologue ait des appareils sophistiqués pour savoir que ce que vous avez, ce n'est pas la cataracte, c'est le prytégion ou c'est le glaucome. Malheureusement, au Togo, les ophtalmologues ne connaissent que 2 maladies, le glaucome ou la cataracte. Et généralement, sur la cataracte, parfois ce n'est pas la cataracte, et c'est le prytégion, mais ils opèrent la cataracte. Et les gens deviennent aveugles. Donc, ils m'ont dit qu'il y a énormément de plaintes. Il y a des gens qui se plaignent. Et surtout, quand ils font les opérations foraines de cataracte, on dit souvent que le chef de l'État a fait don d'opérations gratuites. C'est des trucs à caractère politique pour opérer des gens. Et les gens vont massivement. Et à la fin, il y en a beaucoup qui s'en sortent avec les yeux abîmés. Alors, c'est l'objet de cette vidéo, cette première partie du sujet. C'est pas pour accuser qui que ce soit. C'est pas pour dire doiter une clinique ou quoi que ce soit. Mais c'est pour attirer l'attention des Togolais. Si moi j'ai failli
et que j'ai dû et que je suis sorti de ça, je suis pas allé. Je vois le nombre de Togolais qui vont se faire opérer sans savoir réellement de quoi il s'agit. Donc, je voudrais inviter les Togolais à faire très attention quand vous allez chez un médecin ophtalmologue, que ce soit dans le public ou dans le privé, et quand vous dites c'est de la cataracte qu'il faut opérer. Il faut vous assurer vraiment que c'est de la cataracte. Il faut de contre-expertise. Il faut faire de contre-expertise. S'il n'y a pas de clinique de référence au Togo, allez au Ghana à côté, allez au Bénin, il y a des hôpitaux là-bas, à Viépé, à Kliko, à Kwando, à Sogankopé, à Bomé, tout ça au Bénin, pour faire des contre-analyses avant de laisser qu'on vous touche les yeux. Parce que nos yeux, c'est tout ce que nous avons. Si vous perdez les yeux, vous perdez beaucoup de choses. Donc, je voudrais vraiment, en toute vraiment humilité, parce que moi-même, je suis un cas. Je suis un cas. On aurait dû m'opérer au Togo, qu'on aurait opéré la cataracte à la place du prytégion. Et peut-être que mes yeux seraient abîmés. Comme je vous l'ai dit, j'ai été opéré il y a quelques jours. Vous voyez qu'il y a encore du sang sur les yeux. Vous voyez ça. Et donc, c'est ce qui nous arrive chez nous parce que les langues ne se délient pas. Les gens ne parlent pas. Les gens ont peur de dire les choses. Mais les victimes sont dans nos familles tous les jours, dans nos villages, dans nos contrées. Et personne ne dit rien. Donc, je voudrais vraiment que on puisse briser ce silence-là qui entoure un certain nombre de sujets qui engagent notre santé au Togo. Et quelle que soit la maladie dont on souffre. Mais moi, je viens sur le cas des yeux. Et donc, si je me suis fait opérer à Lomé, on m'aurait opéré la cataracte alors que je ne souffrais pas de la cataracte. Je souffrais d'autres choses. C'est juste une membrane qui s'est développée sur l'œil à cause du soleil. Et ça, beaucoup d'entre nous ont ça parce que nous sommes dans un pays de soleil. Et à force de voir le soleil taper sur nos yeux, ça abîme les yeux. Et au Togo, on dit que c'est la cataracte. Beaucoup disent que c'est de la cataracte. Parce que des médecins, dans les hôpitaux, on retrouve les appareils d'ophtalmologie de 1980, 85, 90. C'est comme vous avez le premier iPhone et le iPhone 14 aujourd'hui. Les images ne sont pas les mêmes. Les images ne sont pas les mêmes. Les images ne sont pas les mêmes. Il y a un médecin qui m'expliquait ici que même au-delà de cette histoire de confusion entre la cataracte et le prytégion, il y a aussi d'autres choses. Par exemple, l'appendicite. Que beaucoup en Afrique, quand quelqu'un a des problèmes, on dit que c'est de l'appendicite, on opère les gens, après les gens continuent pas à traîner les douleurs, alors que parfois c'est pas de l'appendicite. Il m'a dit que parfois il y a une maladie, une inflammation qu'on appelle l'iléite, mais sauf que pour avoir une nette distinction entre les deux, c'est-à-dire l'appendicite et l'iléite, il faut forcément un scanner de la partie. Et le scanner, c'est ce qui fait défaut dans tous nos hôpitaux, dans tout l'ensemble du pays. Donc, je voudrais vraiment, à partir de mon exemple, je suis un cas de ce dont je parle, vous voyez mes yeux là, je suis un cas de ça, supplier les Togolais, quand vous allez chez un médecin ophtalmologue et qu'on vous dit, on a diagnostiqué la cataracte, qu'on veut vous opérer, faites un effort de faire une contre-expertise pour vous assurer vraiment que le mal pour lequel on veut vous opérer, c'est vraiment ce mal-là. Pour ceux qui courent pour aller dans les opérations de cataracte foraine qu'on organise de façon saisonnière quand les élections s'approchent là pour essayer de faire l'achat de conscience, assurez-vous aussi de ce pourquoi on vous opère pour que après vous n'ayez pas de soucis comme c'est le cas actuellement dans le pays où il y a plusieurs témoignages où les gens se plaignent qu'ils ont été opérés et puis après ils ont perdu la vue. Donc voilà ce que je voulais véritablement partager avec vous sur le cas de la distinction à faire
entre la cataracte, le prétégion et les glaucomes. Donc, moi, au Togo, on m'a dit que c'était de la cataracte. J'arrive ici, on me dit que je ne souffrais pas de cataracte, c'était le prétégion. Et les deux maladies ne sont pas les mêmes et ne s'opèrent pas de la même manière. Parce que la cataracte est plus à l'intérieur, le prétégion est en surface. Donc, je voudrais vraiment que vous en parlez autour de vous, à nos parents, à nos mamans, à nos frères et à nos sœurs, pour que quand il y a des situations comme ça qui se présentent, qu'ils prennent le temps de faire une contre-expertise. Je ne dis pas que les médecins qui sont au Togo sont incompétents. Je n'ai pas dit ça. Je ne dis pas que nos cliniques n'ont pas les moyens. Je n'ai pas dit ça. Je dis, il se peut que dans certaines cliniques, les moyens n'ont pas été renouvelés depuis un certain temps. Donc les machines sont vétustes. À l'hôpital, on n'en parle pas. Dans les hôpitaux publics, les machines, ça n'existe pas. Au lieu que le président de la République, de temps en temps, vote de l'argent pour qu'on puisse aller faire des opérations foraines aux gens, comme si c'est une ONG, la responsabilité d'un chef d'État, s'il est élu et s'il a un bilan à défendre, c'est d'équiper les hôpitaux, de construire les hôpitaux, de les équiper pour que les citoyens puissent aller se soigner dans de bonnes conditions. On ne demande pas à un chef d'État de fonctionner comme une ONG et de temps en temps, il envoie des militaires à l'intérieur du pays pour opérer les gens en disant que c'est un cadeau du chef de l'État. Un chef d'État n'a pas besoin de faire un cadeau aux populations. On a besoin qu'il construise les hôpitaux, qu'il construise des routes, qu'il construise les écoles et les infrastructures qui puissent permettre aux populations de s'épanouir. Donc, ce n'est pas le rôle d'un président de la République de dire j'ai voté 5 milliards, j'ai voté 4 milliards pour qu'on aille opérer les gens gratuitement à mon nom. Non. Sa responsabilité, c'est de construire les hôpitaux, c'est de construire des dispensaires, c'est de construire des centres de santé, de les équiper et de les équiper de matériel adéquat, de relever les plateaux techniques pour que les gens aillent se soigner en toute responsabilité. C'est ce qu'on demande à un chef d'État. La présidence, ce n'est pas une ONG. Donc, je voulais vraiment évoquer ce premier sujet-là avant d'aborder la question des travailleurs. Donc, voilà mon expérience personnelle que je voulais partager avec vous. Et je suis encore en convalescence. Dans quelques semaines, je vais retourner au contrôle et puis après, le médecin verra s'il faut me prescrire des verres adaptés après les opérations. Donc, je voulais partager vraiment cette expérience avec vous. Ça rentre dans la droite ligne de ce que nous avons eu à dire sur les erreurs médicales dans notre pays et dont personne n'en parle réellement. Et donc, il faut forcément que, autant dans les hôpitaux publics que dans les cliniques privées, les gens renouvellent le matériel. Nous sommes aujourd'hui dans une génération où ça va très vite. En Occident, le matériel, parfois, ça se change. En 2 ans, 3 ans, on enlève les anciens scanners, on achète les nouveaux, on enlève tous les autres matériels, on achète le nouveau. Et c'est comme les iPhones qui sortent chaque année ou les téléphones qui sortent chaque année et qui affinent leur dispositif. Chez nous, dans les hôpitaux, il y a encore du matériel qui date des années 80 et c'est avec ça qu'on fait des diagnostics en 2024 alors que le monde a énormément évolué. Donc, ce que nous demandons à nos responsables, à nos dirigeants, c'est d'équiper les hôpitaux et tout l'argent qui a servi à acheter des gadgets pour la campagne électorale, pour après bourrer les urnes comme on est en train de voir là, on aurait pu utiliser ces sous-là pour équiper les centres de santé, les dispensaires, pour permettre aux populations de bien se soigner. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous par rapport à la question de la maladie des yeux et rappeler qu'il faut toujours faire très attention quand à Lomé ou au Togo, on vous dit on fait des opérations massives de cataracte et que les gens y vont comme ça parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils sont des indigents, ils veulent qu'on les opère et puis après certains perdent la vue, ou ceux qui vont à l'hôpital ou dans les cliniques privées où on leur découvre ces genres de maladies, mais il faut qu'ils s'assurent vraiment que ce qu'on a dit, c'est vraiment la maladie là avant de se faire opérer. Voilà. Donc, je vous remercie sur cette première question et je pense que je l'ai suffisamment abordé. Ça fait quoi? Ça fait une vingtaine de minutes que je parle de ce sujet-là. Et maintenant, je vais parler des travailleurs. On va parler du 1er mai. Le 1er mai, aujourd'hui, ma voix n'est pas audible parce qu'il y a un frère qui parle de micro.
Comme je l'ai dit tantôt, je ne suis pas un spécialiste des directs, je me débrouille. J'essaie de me débrouiller. Si ma voix n'est pas audible, il faut me le dire. Parfois, quand elle est trop forte, elle devient aussi aiguë. Et donc, voilà. Ok, merci. Ok, elle est audible. D'accord. Donc, on va parler des travailleurs. Aujourd'hui, c'est le 1er mai. Généralement, c'est une journée festive. Peut-être déjà à la plage là-bas, à Lomé, il y a beaucoup de gens qui ont pris leur quartier. Les gens du secteur informel, les gens du secteur formel, c'est un jour de fête, tout le monde sort pour prendre un peu d'air, surtout c'est la plage qui est prise d'assaut parce qu'à Lomé, il n'y a pas de jardin public, il n'y a pas de parc, il n'y a pas de lieu public pour que les gens se déstressent un peu, donc tout le monde va à la plage. Et mais au-delà de cette ambiance festive, le travailleur togolais, c'est quelqu'un qui passe des moments très difficiles. C'est quelqu'un qui passe une situation assez difficile et c'est de ça qu'il faut parler aujourd'hui. Le premier constat qu'il faut faire, c'est qu'au Togo, il n'y a plus véritablement de syndicats qui portent la cause des travailleurs. Les centrales syndicales sont à faune. Moi, je n'en ai plus entendu parler il y a un bout de temps. Depuis 4 ans où il y a eu la STT qui a fait beaucoup de bruit et tout, on n'entend plus parler de coin syndical, centrales syndicales aujourd'hui au Togo. On ne sait plus ce que les centrales syndicales sont devenues. Et ça aussi, c'est le fruit d'une longue année de déconstruction de tous les contre-pouvoirs par le régime. On a mis la main sur certains syndicalistes, certains ont été corrompus, on a racheté certains, et au bout du compte, les syndicalistes sont devenus aujourd'hui des gens qui n'ont plus droit à la parole. Il y a 2 domaines qui essaient de bouger un peu. Il y a les enseignants. On a vu comment ils ont été tapés dessus lorsqu'ils ont fait lors de leur dernière grève, il y a eu des licenciements et tout. Et le secteur de la santé avec le Synfot, et ce sont ces 2 syndicats de base, parce que ce ne sont pas des centrales, qui essayent de porter un peu la voix des travailleurs pour essayer de voir s'ils peuvent poser des revendications qui puissent améliorer leurs conditions de vie. Les enseignants, on a vu comment ils ont été traités. Beaucoup ont été licenciés. Aujourd'hui, tout le monde montre patte blanche et voilà. Mais les gens travaillent dans des conditions assez difficiles. Ils peuvent pas bouger. À l'université, c'est pareil. Les universitaires ou les enseignants-chercheurs ou le personnel de l'université ou des universités ont voulu se mettre en grève il y a quelques jours. C'est des menaces, tout ce qu'il fallait faire pour les faire taire. Et ces gens-là, ils faisaient des revendications par rapport à des promesses qui ont été faites du gouvernement sur les conditions, sur des primes qui ont été allouées par l'État pendant la Covid et que l'université n'a pas exécuté à leur endroit. Et donc, le climat de terreur qui s'abat sur le pays et sur l'ensemble des secteurs du pays touche aussi les syndicalistes. Mais est-ce que pour autant que les gens doivent se taire quand ils n'ont pas le minimum? Aujourd'hui, par rapport aux autres pays de la région, la question de savoir si les Togolais touchent des salaires ou s'ils touchent juste des perdièmes. Aujourd'hui, on a un SMIC qui a été relevé à 52 000. Reste à savoir si tout le monde le paye vraiment. Et le salaire d'un cadre A1 de la fonction publique, je ne pense pas que cela dépasse 500 000 francs. Alors, dans un pays où la vie devient de plus en plus chère, où tout est cher dans le pays, on ne comprend pas pourquoi les Togolais ne se battent pas pour obtenir de meilleures conditions de vie, surtout que le pays a des moyens. Le pays a des moyens. Il suffit que le port autonome de Lomé soit géré de façon rationnelle, que les fonds soient gérés de façon parcimonieuse et que on puisse même augmenter le salaire des fonctionnaires au Togo. Parce que les fonctionnaires togolais, ils ne sont pas nombreux. Je peux vous donner les statistiques pour les fonctionnaires togolais.
C'est pas un grand monde, les fonctionnaires togolais. Ils sont entre 54 000. Ils sont entre 54 000 les fonctionnaires togolais. Un instant, je regarde un peu mes données. Les fonctionnaires togolais, c'est pas un grand monde. Et les fonctionnaires togolais, ils sont autour de entre 54 et 60 000 fonctionnaires togolais, et avec une masse salariale en 2000, les charges liées au traitement du personnel sont de 253 milliards de francs CFA en 2022. En 2023, c'était 263 milliards. Et les prévisions en 2025, c'est 270 milliards. Donc le Togo consacre 270 milliards aux charges et traitements salarial du personnel. Donc, avec les recrutements de ces dernières années, on constate une hausse de 6% de ces charges-là. Alors, comment se fait-il que aujourd'hui, le fonctionnaire togolais se retrouve dans des difficultés? Au Togo, quand vous êtes fonctionnaire, vous avez 3 ou 4 étapes de votre vie. On vous recrute, vous passez quelques 6 mois dans la galère. Après, on vous intègre, on vous fait le rappel plutôt. Quand on vous fait le rappel, vous avez un peu d'argent. Le premier réflexe que vous avez, c'est d'aller acheter une moto pour pouvoir rallier votre lieu de travail, aller louer deux chambres salon quelque part, vous marier. Et une fois que vous avez fini de faire ça, et que vous avez votre numéro matricule, vous allez faire un prêt. Vous faites un premier prêt pour aller acheter un demi-lot. Je ne sais pas, Téticopé ou je sais pas, Mwepe ou Pogan ou Nimanya, ça dépend de vos orientations, ou Diaglé. Vous achetez un demi-lot, vous passez 4 ans à serrer la ceinture pour payer le prêt de demi-lot. Vous finissez de payer le prêt, peut-être vous achetez le terrain, si le terrain est abordable, vous commencez la fondation. Si entre-temps, ce n'est pas un terrain litigieux, vous commencez la fondation. Après, vous faites un prêt. Après 4 ans, vous faites un prêt pour élever la maison jusqu'au niveau, jusqu'au niveau de, je ne sais pas comment le dire, au niveau du chaînage, je ne sais pas quoi. Et après, vous faites un autre prêt pour couvrir la maison et intégrer. Et au bout du compte, vous êtes proche de la retraite. Parfois, il y a des gens qui partent à la retraite, le prêt n'est pas encore soldé et puis meurent. Voilà le cycle du fonctionnaire togolais. C'est-à-dire, c'est un cycle de difficultés, de misère. Et au bout du compte, au bout de la chaîne, il va trouver la mort. Et donc, voilà comment les Togolais vivent. Voilà comment les fonctionnaires togolais vivent. Et pourtant, ce pays a énormément de ressources. On aurait pu augmenter le salaire des fonctionnaires si les ressources sont bien gérées, parce qu'on ne rend compte à personne. On aurait créé des conditions pour assurer les citoyens, trouver plus d'emplois aux gens, financer les jeunes, les entreprises et tout. Mais rien n'est fait. Donc, le fonctionnaire togolais, voilà son cycle. On le recrute. Si c'est un enseignant, c'est encore plus grave. Mais s'il va directement dans l'administration, on lui fait le rappel, on lui trouve un numéro matricule. Il va faire un premier prêt. Le rappel, lui, il va acheter la moto d'abord. Voilà, pour le rappel, il va acheter, maintenant c'est les motos, c'est Haoju. Il va acheter une moto, il est très content, il a sa moto. Et puis après, il va faire un prêt pour acheter un terrain. Après, il va faire un prêt pour relever la maison. Il va faire un prêt pour couvrir la maison. Il rentre dans la maison. Quelques temps après, il a la retraite où il meurt. Voilà le cycle du fonctionnaire togolais. Et ce qui fait que beaucoup qui ne supportent pas vont dans la politique pour aller chercher l'argent, parce que là-bas, c'est facile de trouver des milliards, tout de suite devenir milliardaire. Et vous voyez aujourd'hui, la politique est devenue une entreprise. On est dans l'entrepreneuriat politique. Vous avez vu le nombre de centaines de personnes qui étaient candidats pour les élections régionales et législatives. À croire que la politique au Togo, c'est aujourd'hui la chose qui marche le plus plutôt. Donc, vous voyez, et donc, tous ces gens-là qu'on a vu dans la politique, ils vont disparaître. Vous allez voir dans les semaines qui viennent, vous n'allez plus les voir. Aux prochaines élections municipales, ils vont ressortir encore. C'est des entrepreneurs politiques. Et donc, eux, ils assurent le spectacle. C'est des intermittents du spectacle politique. De temps en temps, on les sort, on les agite devant l'opinion. Et puis après, dès que leur mission est terminée, ils retournent à leur base en attendant la prochaine étape. Et donc, le fonctionnaire togolais vit de ça. Maintenant,
les gens ne se battent pas pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Parce qu'il y a une certaine peur dans le pays, il y a une atmosphère de terreur dans le pays, il y a une chape de plomb qui pèse sur les gens, et les gens en viennent à dire le peu que j'ai me suffit, je ne veux pas avoir de problème. Mais allez au Ghana pour voir, allez au Bénin pour voir comment les gens vivent. Vous ne pouvez pas travailler et ne pas être à l'aise. Vous ne pouvez pas travailler et ne pas vous épanouir. Au Ghana, là, moi j'ai vu le personnel des forces de l'ordre et de sécurité, vous allez, les policiers au Ghana, tout ça, chacun a sa petite voiture, sa petite famille. Les week-ends comme ça au Ghana, les fonctionnaires ils vont dans les hôtels avec leur famille pour passer 2 jours. Et le dimanche, ils reviennent à la maison. Le lendemain, ils retournent au travail. Au Togo, tout ce que le fonctionnaire sait faire, c'est d'aller boire dans un bar, après aller finir la soirée dans une chambre de passe, dans un quartier sale de la capitale, s'il ne chope pas une maladie après. Donc, regardez comment les gens vivent dans notre pays. Et ça agit sur le coût de la vie et l'impact même économique. Parce qu'en réalité, c'est quand il y a l'émergence d'une classe moyenne que le pays vit. La classe qui consomme dans un pays, c'est la classe moyenne. C'est pas les riches. Les riches ne consomment pas. Les riches, ils achètent des choses de luxe de temps en temps, mais en réalité, ils ne consomment pas. Mais ceux qui consomment, c'est la classe moyenne. Et c'est la classe moyenne, quand elle consomme, que l'argent circule, que le pays bouge et que les choses vont dans tous les sens. Vous arrivez à Lomé, tous ceux qui sont dans la restauration, tous les restaurants sont vides. À 20h à Lomé, les restaurants ont fermé.